Nous aborderons deux sujets dans l'édito du jour avec Monsieur Ismaël Ouedraogo. En premier lieu, nous reviendrons sur le retour du docteur de cette humanitaire australienne Jocelyne Elliott à Ouagadougou et nous parlerons également du mandat d'arrêt contre le président plutôt de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. Alors bonjour à vous Monsieur Ouedraogo et bienvenue sur le plateau. Bonjour Alida, bonjour à tous. Première thématique, le retour de Jocelyne Elliott. Se pose la question de savoir pourquoi le couple Elliott. Pourquoi le couple Elliott? Vous savez que les djihadistes, les terroristes ou encore Al-Qaïda au Maghreb islamique qui seraient aujourd'hui donc dirigés par un certain Mokhtar Belmokhtar dont la mort a été annoncée à plusieurs reprises mais le corps reste toujours introuvable et lui qui continue indéfiniment donc de dire qu'il est vivant. Alors pourquoi est-ce on s'est attaqué à ce couple humanitaire? Ils sont au Burkina depuis environ 40 ans. Ce sont des gens emblématiques dans une ville où il n'y a pratiquement rien. Vous savez que la ville de Djibo est l'une des villes les plus enclavées au même titre que Seba. Pour avoir emprunté l'axe Kongousou-Djibo, je sais un peu ce que ça représente parce que vous allez prendre toute la voie. Vous n'allez même pas rencontrer, je dirais, à part les sociétés de transport qui font l'effort d'y être, vous n'avez que des pick-up. Vous avez, je dirais, c'est un univers totalement irréel par rapport à ce que nous vivons au quotidien dans les villes comme Ouaga, Bobo, Koudougou, Ouaigou et ainsi de suite. Alors ce couple a été là-bas pendant pratiquement des années pour faire que de l'humanitaire, soigner des populations vulnérables, des gens qui n'ont pas les moyens nécessaires. Vous avez vu que quand elle est descendue, elle est non seulement heureuse d'avoir été libérée, mais mieux, elle compte tout de suite repartir à Djibo parce que c'est une ville qui a besoin de ces deux personnes et les terroristes se disent ou encore, oui, ce sont des terroristes, naturellement, il faut le dire avec les mots qu'il faut. Ce sont des gens qui se disent, si on s'attaque à ce couple-là, on va faire quelque chose de très fort. Vous savez que, précis, alors. oui, quand on fait des attaques ou encore on fait des enlèvements, pourquoi ils ne sont pas allés enlever un Burkinabé? Pourquoi ils ne sont pas allés enlever un Malien? On sait que ce sont des gens qui ont de la valeur. Je ne dirais pas non plus que nos Burkinabés ou les Maliens n'ont pas de la valeur, mais on regarde un peu l'effet médiatique que cela peut avoir. Aujourd'hui, vous avez enlevé le couple Elliott. C'est arrivé jusqu'au Niger parce que le président nigérien Mamadou Issoufou, qui est en campagne électorale, en a saisi l'occasion comme une bonne affaire pour dire, au-delà de tout ce qu'on peut dire, le Niger demeure un pays très utile en matière de libération d'otages, ce que vous voulez. On a libéré donc la bonne dame qui veut repartir à Djibo parce que on a enlevé des gens et toute la population s'est sentie intéressée. Vous avez vu qu'il y a même eu une journée de prière à Djibo. Toute la population de Djibo s'est mobilisée pour dire nous voulons que vous nous rameniez nos humanitaires parce que ce sont des gens qui sont extrêmement importants dans notre quotidien. Ce sont des gens qui nous apportent un mieux-être régulièrement à travers les soins qu'ils nous prodiguent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui plus que jamais c'est un choix ciblé, un choix utile, un choix communicationnel. Parce que les djihadistes, les terroristes, chaque fois qu'ils commettent un acte, c'est pour qu'il y ait plus de répercussions. Vous avez vu l'hôtel Radisson à Bamako, après Ouagadougou, ils ont réfléchi quel est cet endroit symbolique qu'on peut frapper à Ouagadougou pour faire beaucoup de bruit. Eh bien, c'était l'avenue Kwame Nkrumah. Après, donc, le Mali plutôt. Ok, alors, parlons de ce couple Elliott. L'implication ou dirais-je la participation du Niger pour cette libération, comment peut-on la qualifier? Alors l'implication, la contribution du Niger n'est pas un événement en tant que tel. Vous savez que depuis un bout de temps, le Niger s'est beaucoup spécialisé dans la libération d'otages. Rappelez-vous les travailleurs d'Areva qui avaient été enlevés. C'est le Niger qui avait contribué à leur libération. Il y a beaucoup de personnes qui ont été libérées par l'entremise du gouvernement nigérien. C'est comme dire que le Niger, au-delà du Burkina Faso, vous savez, le Niger a une vaste partie de son territoire qui est exclusivement consacré au désert. Conséquence, les Nigériens ont peut-être cette possibilité que nous n'avons pas aujourd'hui parce que pendant longtemps le Burkina aussi s'est matérialisé en des possibilités de libération d'otages. Quand on se rappelle encore une fois de plus de ce qui a été fait sous le régime Compaoré avec général Gilbert Diendéré. Mais depuis lors, les nouvelles autorités burkinabées ont plus de préoccupations à l'interne, plus de problèmes domestiques que de s'intéresser aux problèmes extérieurs. Aujourd'hui, le Niger a contribué à la libération parce que le Niger peut-être a des réseaux. Vous savez que pour libérer ces gens de personnes, il faut avoir des réseaux. Il faut avoir un relationnel assez fort. Même si on dit que ce ne sont pas des enfants de cœur, mais s'il faut discuter avec eux pour la bonne cause uniquement, les gens peuvent se permettre de le faire. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour le gouvernement nigérien. Le président Mahamadou Issoufou est en campagne pour sa réélection. Et vous avez vu que systématiquement, à peine la dame a été libérée, il a fait une photo avec la dame. Une photo qui a fait le tour du monde pour dire on a besoin de moi encore, je représente un axe majeur dans la sous-région, comme pour rappeler également au peuple nigérien, si on enlève des gens, moi et mon gouvernement, nous sommes capables de le faire. La preuve, c'est que c'est l'avion présidentiel du Niger
qui a amené l'otage au Burkina Faso avec, tenez-vous bien, la chef de la diplomatie du Niger, comme pour dire, les autorités nigériennes accordent une importance extrêmement importante à cette affaire-là. Un coup de pouce, un profit pour le Niger? Un profit pour le Niger, mais vous savez qu'on ne se valorisera jamais dans cette affaire de libération d'otages parce que la meilleure des choses, c'est de n'avoir pas d'otages. Ce sont des barbares qui n'ont pas de sentiments. Aujourd'hui, ça se dénoue bien pour la dame Jocelyne Elliott. Mais vous savez que le monsieur, lui, n'a pas encore été libéré. Et le Niger nous a dit qu'Inch'Allah, il sera libéré. On espère qu'Inch'Allah, véritablement, il sera libéré. Mais vous savez qu'il y a des otages aussi, des enlèvements qui se sont terminés par la mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous discutez avec des gens pour libérer des otages, alors que ce ne sont pas des enfants de cœur, à un moment donné, on va naturellement se poser la question de savoir, vous aussi, est-ce que vous êtes des hommes aussi normaux comme tout le monde? Parce que si vous discutez avec des gens qui ne cherchent pas souvent à avoir de l'argent, parce qu'aux dernières nouvelles, il y a des conditions qui ont été proposées pour la libération du docteur Elliott. On parle même de libération d'otages ou encore des djihadistes qui auraient été enlevés ou arrêtés, alors que le Burkina Faso ne détient, à ce que je sache aujourd'hui, pas d'otages ou des djihadistes en prison. C'est-à-dire qu'on aura certainement un règlement transversal ou encore transfrontalier de cette crise avec notamment le Niger, parce que le Niger détient beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont qualifiées de terroristes. Même plus loin, au-delà du Niger, il y a la Mauritanie aujourd'hui qui détient des combattants islamistes. Ça veut dire que si véritablement il y aura un échange entre prisonniers, ça veut dire que le Burkina a l'obligation de discuter avec certains pays pour qu'on arrive à trouver une solution négociée. Attendez, là on se pose la question, alors pourquoi le Burkina Faso? Une stratégie? Le Burkina Faso a une stratégie, mais on devait enlever des gens aussi pour faire beaucoup de bruit. C'est vrai que nous sommes devenus, depuis les attentats de 15 janvier 2016, un pays nettement fragile, avec notamment ce qu'on subit au quotidien. On a eu les attaques de Tinabao, vous avez également l'attaque de Samorogouan. Depuis un bout de temps, nous sommes régulièrement touchés. C'est donc dire qu'on remet en cause naturellement notre faille sécuritaire. Il faut qu'on arrive à travailler, à mieux sécuriser le territoire burkinabé. Pour ceux qui ont la chance d'aller voir un peu ces réfugiés maliens, notamment ces Touaregs dans le nord dans la partie nord du Burkina. Mais à la limite, on se dit, mais est-ce que le Burkina a bien fait de les accueillir? Mais comme nous sommes un pays hospitalier, nous accueillons tout le monde. Avec le retour définitif de la paix au Mali, l'idéal serait qu'on arrive à voir ce retour progressif de ces Touaregs dans leur pays d'origine. Et nous, ça va nous permettre de mieux sécuriser notre territoire, même si, au-delà de tout, n'oublions jamais que nous sommes dans un espace communautaire et que nous sommes tous obligés de nous accepter dans la logique de la libre circulation des biens et des personnes. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Alors, monsieur Ouedraogo, une autre question. Quelle appréciation faites-vous du désir du docteur Elliott, la femme bien sûr, de rester au Burkina Faso du côté de Djibo? Pensez-vous qu'une sécurité rapprochée se trouve impérative? Alors, sécurité rapprochée ou pas, vous savez que ça fait pratiquement 40 ans qu'ils sont au Burkina. C'est un couple australien. Si vous demandez à ce couple de repartir en Australie, c'est pour aller faire quoi? Si vous demandez à ce couple de repartir en Australie, c'est pour aller soigner qui est dans le dénuement comme ces populations de Djibo. Vous savez, souvent, on fait des choix de raison. On fait des choix parce qu'on se dit, je me suis engagé dans un acte et je vais y rester pour toujours. Cette bonne dame, elle se sent plus burkinabé qu'australienne aujourd'hui. Vous faites plus de 40 ans dans un pays. Vous avez apporté, je dirais, un sourire à des milliers de personnes. Et un jour, on va arrêter tout ça tout net. Ce n'est pas possible. Alors, je pense que même le docteur Elliott, s'il est libéré aujourd'hui, il va vous dire, moi je repars à Djibo. N'en déplaise à ces fous de Dieu, ou même, je me dis même si c'est véritablement des fous de Dieu, n'en déplaise à ces personnes de mauvaise foi là, moi je vais continuer à apporter de l'aide à ces populations qui sont dans le besoin. Parce que vous savez, être un humanitaire, c'est comme un sacrifice. C'est un sacerdoce qu'on a et on arrive à s'assumer jusqu'au bout. Donc naturellement, elle va repartir à Djibo, elle va continuer à travailler, même si moralement elle sera toujours touchée, parce que tant que son mari ne sera pas libéré, elle ne sera pas une femme lucide. Naturellement, ça se comprend parce que vous avez, quand vous avez vécu ensemble pendant toutes ces années, vous devenez indissociable même au fil du temps. Donc par conséquent, ce serait bien qu'on arrive à libérer également le docteur Elliott afin que le couple puisse reprendre ses actions de bonne volonté. Je pense que c'est aussi ça, les actions humanitaires. C'est notre souhait à tous alors. Alors, monsieur, on va parler à présent de l'affaire Guillaume Soro et de la justice militaire de notre pays. Aucune pression du pouvoir politique sur le juge d'instruction afin donc de lever le mandat d'arrêt. À quoi servira donc le choix diplomatique?
Une alternative. Le choix diplomatique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, on ne peut jamais l'empêcher. C'est vrai qu'il y a eu tellement de contradictions ces dernières semaines qu'il a fallu faire cette sortie médiatique au niveau du commissaire du gouvernement. Alors moi, quand j'ai écouté la réaction du colonel tout à l'heure, ça m'a beaucoup fait sourire parce que j'ai senti qu'il était remonté. C'est à peine s'il n'avait pas quelque chose à voir avec la presse. La presse n'a absolument rien à voir avec ce monsieur en termes notamment d'instruction judiciaire. Les journalistes ne font que relayer une information. Et pour ceux qui ont suivi par exemple le Trésor de Burkina Info hier, nous avons reçu le président du syndicat des avocats qui est revenu encore sur cette instruction judiciaire parce qu'il y avait une pression qui était en train de monter au Burkina Faso. Vous avez des organisations de la société civile qui ont commencé à dire au président Roch Marc Christian Kaboré, on n'est pas d'accord pour qu'on lève ce mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Il y a des gens aussi au niveau des syndicats, je pense notamment à l'intersyndical des magistrats burkinabés qui a souhaité qu'il n'y ait pas d'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Vous savez qu'on on est dans une logique aujourd'hui où il y a une jalousie entre les différents pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif qui est le pouvoir du gouvernement, vous avez le pouvoir législatif qui est le Parlement, et puis vous avez le pouvoir judiciaire qui est la justice. Donc chacun veut impérativement garder son cercle de pouvoir. Et aujourd'hui, les magistrats ont dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord pour qu'on lève ce mandat d'arrêt. Il y a également un peu plus loin d'autres structures comme par exemple le Balai citoyen qui avait donné de la voix et on a commencé à dire tout de suite au président Roch Marc Christian Kaboré, n'oublie pas qu'il a fallu qu'il y ait un peuple qui se batte. Et c'est ce peuple-là qui s'est battu comme un beau diable pour faire échec parce que le kidnapping a commencé le 16 septembre 2015 et c'est le 17 dans la matinée que le coup d'État a été annoncé. Donc ça veut dire qu'après il a fallu que des jeunes sortent, donnent leur poitrine, manifestent contre l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Il y a eu des morts qui ont été enregistrés. Alors si de façon banale, on s'est dit qu'on veut régler le problème diplomatiquement par les puis on retire le mandat d'arrêt, bien, c'est comme si on n'avait pas eu du respect pour ces martyrs. En quelques mots, le président Kaboré joue-t-il à sa carte aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça c'est peut-être un petit problème, je dirais. C'est un petit problème parce qu'on ne pourra pas aller attraper Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Alors que Christian Kaboré ne peut pas mettre fin aux relations entre les deux pays. Le Burkina Faso est le 10e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire représente un partenaire commercial indispensable pour le Burkina. Entre Guillaume Soro et la justice burkinabé, il y aura toujours le débat, mais les deux pays resteront toujours à jamais unis pour toujours. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.